des gens de TikTok couper ce morceau. Je répète encore. Je viens de voir, pendant que je parle, je viens de voir le corps de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, auprès d'un arbre. On l'a assassiné. Il est tombé. S'il veut vivre, il doit me contacter. La prophétie est tombée. Non, ça s'appelle l'escroquerie. Le mystère de ramener quelque chose en vie, à la vie et des morts. Il dit qu'il doit être contacté. Pour faire quoi? Si Dieu a décidé ainsi, il va faire quoi? C'est de l'escroquerie carrément. Il veut rencontrer Kabila, il pense qu'il va rationner. Il dit Kabila, c'est un condamné à mort. Non, non. Condamné à mort, ce n'est pas la mort physique. Lui, il dit, il a vu Kabila sous un arbre, assassiné. Mais Kabila doit le contacter s'il veut vivre. Donc lui, maintenant, là, il a le pouvoir de chasser l'esprit de mort. Si Dieu décide que Marley vous va mourir aujourd'hui, si je le contacte, donc je ne vais plus mourir aujourd'hui. C'est de l'escroquerie. Et puis, il parle la langue. Ce qui m'a dit, c'est parce que quand on a acte des apôtres, chapitre 1er, Moutalobara à langue, faut Moutumowa Zalanaka Tuana, Ayoka pour interprétation. Rabakondo Shike Bare Elaxini. Ranbakondo Shike Bare Elaxini. Inspiré par l'esprit, Marlez-vous. Oh, l'esprit t'habite, te donne un message. Mais on peut un message à Moutumowa Oyoka. Quand les apôtres, l'Esprit Saint était défendu sous les apôtres, Balobaki Minoko, Bango, éviter, mais que les gens savaient interpréter. C'est de l'escroquerie. Alors, il faut fermer toutes ces églises de sommeil. Il évolue à Bruxelles, il a une adresse physique là-bas, et sa femme est aussi prédicatrice, animatrice sur la chaîne Kazarema. Le prophète Manzambi, c'est comme ça qu'il s'appelle. En fait, l'Église a une grande part de responsabilité dans le déclin qui a la société congolaise. Allez, sur la prophétie, elle vous séduit. Est-ce qu'on peut accorder du crédit à la prophétie du prophète Manzambi? Bon, du crédit, je ne sais pas. Cependant, je ne souhaite pas que Kabila meure, parce que s'il meurt, qui va payer les 30 milliards de dommages et intérêts que Kabila doit aux victimes et à l'État congolais? En tout cas, je souhaite que cette prophétie soit fausse. Comme ça, les victimes, mes compatriotes qui ont droit à leur indemnisation, aux dommages et intérêts, qu'ils arrivent quand même à les percevoir, parce que sinon, qui va rester les payer? Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba.
Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Vous êtes au bon endroit et vous nous suivez au bon moment, mesdames et messieurs, chers internautes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure sur votre chaîne Politikon, la force du détail. Nous vous remercions de votre attention soutenue à nos productions depuis Kinshasa dans la commune UP de Gombe. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins alors que les appels au dialogue se multiplient. Nous nous demandons si ces dialogues est-il réellement possible, surtout avec qui, quand, comment et pour déboucher sur quoi. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale se cherche toujours un président. Après la démission de Vital Kamerhe, voilà le menu qui fera autour duquel nous allons discuter. Merci de votre confiance. On a un débat sur ce plateau avec Cissé Traoré. Soyez les bienvenus. Merci de l'invitation, cher Gédéon. Salutations à vos téléspectateurs et à mon co-débatteur juste en face. Évidemment que ce prestigieux plateau nous offre l'occasion de pouvoir, on va dire, créer comme un choc d'idées pour pouvoir permettre le jaillissement de la lumière au bénéfice du Grand Congo. Chaque fois qu'il est question pour moi de répondre à l'invitation de Politikon, évidemment je le fais avec empressement pour pouvoir permettre à ce que nos concitoyens qui nous suivent aient de l'éclairage sur certaines questions qui touchent à la vie nationale. Et l'actualité va si vite. Il y a quelques mois, vous prédisiez et vos prédictions aujourd'hui semblent prendre corps. L'Assemblée nationale
le nom qui est cité pour succéder à Vital Kamerhe, on parle de Aimé Boji. On n'est pas encore arrivé à ces sujets, on en parlera certainement. Mais qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'analyste, et que vos prédictions, à un certain moment, vous vous rendez compte qu'elles sont réellement certaines? Évidemment que ça ne peut que nous conforter à davantage nous fier à nos sources qui, au vu de ce qui se présente aujourd'hui, nous donnent des infos qui sont, ne serait-ce qu'à 70% plausibles. C'est ce qui fait que nous leur fassions confiance. Cependant, c'est le propre de tout professionnel des médias d'avoir des câbles, d'avoir des tuyaux. Journaliste sans source d'infos est nul. Donc, comme je disais tantôt, les prédictions, il ne s'agit pas de prophétie en tant que telle. C'est en fonction des réalités sur terrain, en fonction des projections et un peu d'expérience que nous avons sur notre scène politique. On peut se permettre, en fonction de tous ces éléments-là, de projeter quelque chose parce que c'est en connaissance des causes que nous le disons. Allez, merci beaucoup. Vous êtes journaliste, il s'est dit journaliste indépendant et proche du peuple. Je le suis. Cissé Traoré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je salue aussi le leader, coordonnateur du mouvement de révolution congolais MRC en sigle, Marley Vouvou, qui est avec nous sur ce plateau. Un réel plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous? Très bien, cher Gédéon. Je salue Cissé Traoré. C'est toujours un plaisir d'être en face des jeunes, entre jeunes et surtout les jeunes qui réfléchissent. Très bien. Ils savent. J'ai aimé quand vous avez posé la question à Cissé Traoré sur ses prédictions. C'est ça la jeunesse que nous voulons. Nous voulons une jeunesse qui est capable de lire entre les lignes et prédire pour son pays. Ça, quand il prédit comme journaliste, mais il met toute la République en alerte sur l'avenir de la République. C'est ça, un État programmé. Je lui dis merci. Je salue tous les cadres militants du mouvement des révolutionnaires congolais, mais je salue aussi mon mentor, mon père politique Mike Mukeba Nkoso. Vous avez suivi ce qu'il avait dit hier pour ne pas dire que, on ne peut pas dire qu'au Kenya, à Nairobi, il y a eu une messe noire, d'autant plus que le président actuel, Félix Tshisekedi lui-même, avait participé réellement à une messe noire au Sénégal, à l'île de Gorée. Et les documents existent, il y a plein de documents. Surtout, quand je lis la lettre de Kalev Mutombo, Léon Kingwa Dendo et Aubin Minako, il a demandé de ne toucher au mandat d'aucun député qui avait pris part aux assises de l'île de Gorée. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, ça donne l'impression comme si Kabila était trop démocrate et que Tshisekedi est un dictateur. Parce que la liberté de se rencontrer est garantie. La liberté de réunion, d'association est garantie par la Constitution. Et la Constitution ne détermine pas les lieux de rencontre. La Constitution ne détermine pas les lieux de rencontre. Et que si les Congolais se retrouvaient à Bruxelles, si c'est qu'il est devenu candidat, après les assises de Genève, ce que je sais, Genève, ce n'est pas Kinshasa, ni Goma. Tu sais qu'il était à Genval. Genval n'est pas à Mbujimaï, ni Kinshasa, ni moins encore le Haut-Katanga. Donc, la liberté, l'article 25 est clair de la Constitution. La liberté de réunion pacifique et sans armes est garantie sous réserve de respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Donc, le lien n'est pas défini. Les Congolais peuvent se rencontrer partout à travers le monde. Ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une faute. Est-ce que le contexte aujourd'hui s'y prête, et surtout quand on sait le rôle que joue le Kenya dans la situation sécuritaire dans l'est du pays? Le Kenya joue quel rôle? Kash avait vu les jours où la coalition au pouvoir, c'est au Kenya. Pourquoi interdire aux autres? C'est sous Uhuru Kenyatta, le nouveau président a des positions un peu plus tranchées et même moins tendres envers les dirigeants de Kinshasa. On ne parle pas de leadership au sommet de la République kenyane. On parle du pays, comme de la ville de Nairobi. Si Tshisekedi et Kamerhe, leur alliance avait vu le jour à Nairobi, pourquoi pas les autres? Et ça ne dépend pas de nous. Ça dépend des relations que tel autre a avec le régime en place. OK? Ce n'est pas une faute. Vous voyez le Kenya se permettre d'offrir ou d'accueillir avec pompe
un opposant condamné par la justice de son pays, par exemple s'il s'agissait de la Tanzanie, est-ce que le Kenya accepterait-il pareille chose? Quand nous allons entrer dans le débat sur le dialogue, nous allons évoquer la question liée à la condamnation de Joseph Kabila. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont condamné vite? Pour quelle raison? Parce qu'il va gagner quoi? Mais ici, je vous dis, ce n'est pas une faute, ni pour les Congolais qui se sont réunis en Nairobi, ni pour la République kenyane. Parce qu'en réalité, l'erreur vient du régime. Quand vous envoyez plus de Congolais en exil, ils vont se rencontrer où? Alors vous pensez que le choix du Kenya est aléatoire, Marley Vouvou? C'est comme ils pouvaient aussi décider de se rencontrer à Bujumbura. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais est-ce que je ne sais pas. Pourquoi c'est mal le choix du Kenya? Kabila est plus dans la partie orientale de la République. Pas de la République de l'Afrique. Donc, il peut se rendre. L'autre fois, Kabila recevait les opposants à Addis Abeba. L'autre fois, à Addis Abeba. Est-ce que c'était une faute? Donc, ça, ce n'est pas un débat. C'est un débat inutile. Plutôt, il faut dire aux Congolais que ces gens n'ont commis aucune infraction. D'ailleurs, je suis dans la joie parce que le régime, lorsque vous piégez ces régimes tombent facilement dans le piège de l'opposition. Alors que tu sais qu'il a passé 37 ans. Où est le piège? Mais voyez-vous qu'ils avaient arrêté cette Rikoun, interpellé cette Rikoun. Ça veut dire, si tu vous dis, moi je rentre pour affronter l'ombre de la mort. Tu sais qu'il vient de l'opposition. Il sait comment l'opposition piège le régime. Tu sais que lui-même a fait ça. Et comment le régime est-il tombé dans le traquenard de l'opposition? Parce que c'est un régime de fer. Là, maintenant, l'opposition a la carte à brandir. Comment ça? Ça dit, vous nous demandez d'organiser cette réunion à Kinshasa. On vous dit, il y a la tyrannie. Voilà quelqu'un qui n'a pas commis l'infraction. Il a respecté l'article 25 de la Constitution en assistant à une réunion, mais il est interpellé brutalement. Mais interpellé, ce n'est pas arrêté. Non, là, je l'ai dit parce que je vais être un peu modéré. Ce n'est pas de cette façon que la Constitution demande qu'un citoyen soit interpellé. Il s'agissait d'un enlèvement, carrément. Ces gens étaient munis d'aucun document. Ils ont brandi aucun document à cette écoute. Regarde ce que dit la Constitution. Tout citoyen interpellé doit être immédiatement informé des motifs de son interpellation. Est-ce que c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'on sait pourquoi il a été interpellé? Non, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. On ne lui a pas dit ou il ne l'a pas dit? Il a une grande gueule. Si la procédure n'a pas été respectée, il aurait dit. Même sous ces raisons. Il a dit que la procédure n'était pas respectée. D'abord, on le prend brutalement. On l'amène dans les locaux de l'ANR. On le jette sous les décombres. Dans une pièce sans lumière. Il était dans une pièce souterraine. Sans lumière. De l'ANR. Sans lumière ni l'air à respirer. C'est après qu'ils vont le faire remonter sous la surface et pour le relâcher. On ne lui a pas dit pourquoi il s'était retrouvé là-bas. On ne lui a pas dit. Ça viole pratiquement la Constitution. Et ses téléphones, passeports lui ont été remis. Confisqués jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à l'heure où nous parlons, ces téléphones n'ont pas encore été remis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Pourquoi cette Rikoun avait alerté? Nous savons qu'ils sont en train de chercher ou créer quelque chose contre cette Rikoun afin maintenant de l'arrêter. Donc, il a été interpellé sans éléments. Alors, ils sont à la recherche des éléments pour maintenant interpeller et les condamner. Nous surveillons, nous surveillons le régime de près et nous n'allons pas abandonner ni baisser les bras. Merci beaucoup. Nous allons prendre rapidement le premier sujet. Vous aurez justement répondu sur tout ce que Marley Vouvou a évoqué sur ce plateau. On parle du dialogue et la grande question c'est savoir si ce dialogue est-il réellement possible, avec qui, quand, comment, et pour déboucher sur quoi. Si c'est Traoré, l'ombre du dialogue continue à planer, ou vous voyez autre chose? Vous voyez d'abord restaurer la sécurité, le retour à la normale dans des zones occupées par la coalition AFC-M23. Est-ce au moment où nous aspirons à la paix, à la cohésion nationale qui passe inéluctablement par les dialogues et que le pouvoir continue à traquer les opposants et à participer aux dernières assises de Nairobi, est-ce vous affirmez le point de vue de Marley Vouvou que le pouvoir est tombé
dans le traquenard de l'opposition. Merci, cher Gédéon. Je vais arriver à cette problématique-là. Cependant, Merlet vous a menti. Il a, dit des contre-vérités en comparant deux situations distinctes. Il a comparé Nairobi, d'où est né Cash, et il a comparé, Genval et l'autre réunion de l'opposition au Sénégal. À l'UDGOG en 2015. Mais dans toutes ces rencontres-là, y avait-il un rebelle? Y avait-il un condamné à mort? Lequel de tous ceux qui participaient à ces réunions-là était recherché par le pouvoir à Kinshasa? Aucun. Vous avez suivi les instances internationales et des ambassades internationales qui ont réagi par rapport à la condamnation de Kabila. Est-ce que cette condamnation en est une où on s'est servi de la justice pour un règlement de compte? Ça, c'est des faux fuyants. Non, je vous dis, ça ne vient pas de moi. Calmez-vous, justement. C'est ce que Maxime Prévost dit et c'est ce que même Human Rights Watch a rappelé récemment. Mais ce n'est pas parce que Human Rights Watch le dit que notre justice à nous doit, courber les chines. C'est une institution indépendante qui, lorsqu'elle décide, sa décision est motivée. Les arrêts sont là, vous pouvez les lire et vous faire une conviction propre à vous. Cependant, on ne se rebiffe pas parce que tel a critiqué une décision judiciaire. Attends, où serait le respect voué à la justice dans ce moment-là? On est qui, nous? On n'est pas un État. La justice n'est plus une institution libre et indépendante pour que, à tout vent, n'importe qui balance une critique là-bas, celle-ci se rebiffe. Non mais attends, on devient quoi la Libye au finish? Kabila a été condamné à mort et recherché par la justice congolaise. Vous ne pouvez en aucun cas aller en toute impunité vous afficher aux côtés d'un recherché de l'ennemi public numéro 1. Non. Et puis vous croyez qu'à l'issue de cette rencontre, vous allez bonnement rentrer à Kinshasa, même au WC, on n'entre pas comme ça. L'ennemi public numéro 1 des Congolais, c'est Kabila. Attendez. C'est plus Kagame. Je vous dis, l'ennemi public numéro 1, c'est Joseph Kabila. Et Kagame? Parce que condamné par notre justice et recherché. Et Kagame, qui est-il devenu? Laissez-moi cheminer paisiblement pour ne pas m'embrouiller. Allez-y. Et à ce titre-là, en tant que l'ennemi public numéro 1 recherché, vous ne pouvez pas, opposant que vous soyez, aller vous afficher avec lui dans une réunion secrète que le gouvernement ne contrôle pas. Si Kabila était entre les mains du gouvernement, ici, enfermé quelque part, parce que condamné à mort, évidemment, il aurait eu droit à des visites. En ce moment, il aurait parlé à cette Kikouni, à n'importe qui, parce que c'est encadré par la loi. C'est encadré par les institutions pénitentiaires. Mais pas là où le gouvernement n'a aucun contrôle. C'est lui autour de qui vous vous réunissez et recherchez. Je vous dis, ça aurait été différent. La liberté des réunions est garantie, oui, mais par des personnes libres. Et à quoi servait cette condamnation de Kabila? Où sont les effets aujourd'hui? Pas condamnés par la justice, des personnes qui ne sont pas recherchées, oui, réunissez-vous. Mais pas avec des gens recherchés. Je vous ai dit ici, même si Kabila était ici, enfermé quelque part dans les geôles parce qu'il est condamné à mort, à ce titre-là, il aurait pu recevoir cette Kikouni comme visiteur. En ce moment-là, ils auraient parlé. Mais l'assurance aurait été que c'est encadré par la justice. Les visites sont encadrées, on sait de quoi vous parlez, vous ne complotez pas contre... Là, c'est encadré, ça on aurait permis. Mais le statut de Kabila actuel pose problème. Ma question, vous allez y répondre. Si cette rencontre était aussi subversive comme le pouvoir essaie de présenter les choses, le Kenya aurait-il accepté de l'organisation de telles assises? Mais sur son territoire? En tant que journaliste, Gédéon, vous savez que le régime du Kenya actuel et celui de Kinshasa, ne sont pas tendres mutuellement. Étant donné que le Kenya a commencé par abriter la naissance de la rébellion que patronne Joseph Kabila, pour laquelle il a été condamné aujourd'hui. Vous voyez les ramifications, vous voyez les liens, de telle sorte que ceci ne pouvait avoir lieu qu'au Kenya. Ils ont sollicité Dakar, Dakar leur a refusé d'abriter la réunion. C'est comme ça qu'ils se sont rabattus au Kenya, à Nairobi. Et Nairobi ne pouvait qu'accueillir une telle messe noire parce que subversive contre le régime de Kinshasa. Étant donné que le régime du Kenya n'est pas tendre avec celui de Kinshasa, on ne sait pas pourquoi.
d'après certaines indiscrétions, on lui aurait ravi quelques carrés miniers. Je suppose que c'est ce qui sous-tend son aversion vers le régime de Kinshasa. Donc, ça ne se justifie pas que vous alliez vous réunir autour d'un recherché de l'ennemi public numéro 1, de quelqu'un qui est condamné à mort. Ça ne se justifie pas. En ce moment-là, la liberté ne tient plus. La liberté de réunion ne tient plus. La liberté de réunion dont on parle, on dit sans armes. Mais c'est lui avec qui vous vous réunissez, c'est le chef rebelle qui est condamné à mort. Être chef rebelle, c'est sous-entendu que les armes peuvent être à tout moment, peuvent sortir à tout moment de quelque part où vous vous réunissez. Voilà pourquoi ils ont tenu la réunion à vos yeux aujourd'hui. Ils ont tenu la réunion à Nairobi après que le Sénégal ait refusé. Que représente alors aujourd'hui à vos yeux le Kenya? C'est une nation hostile vis-à-vis du régime de Kinshasa, par conséquent de la République du Congo. Pas seulement du régime, mais aussi de la République du Congo. Parce que la République du Congo, en ce moment, ici, est représentée par ce régime-là, à qui, nous, en tant que Congolais, nous avons donné mandat. Alors, si vous, en tant qu'État ami, vous devenez hostile au régime auquel nous avons donné mandat, vous devenez en même temps hostile à nous, en tant que peuple congolais. C'est comme ça qu'on voit le Kenya en ce moment ici. Donc, ce que vous disiez tantôt, il tentait de comparer l'île de Gorée à... Non, il n'y avait pas de rebelles à l'île de Gorée. Même en Belgique, lors de... Comment on appelait ça? La réunion de Belgique, là où l'opposition s'était réunie sous Kabila, là. Il n'y avait pas de rebelles là-bas. Il n'y avait pas de condamnés à mort. Pareil, même lorsqu'il y a eu naissance de Cash à Nairobi, c'était des paisibles opposants qui mobilisaient les Congolais dans les rues. Ce n'était pas des rebelles. Ce n'était pas des patrons qui patronnent des mouvements rebelles. C'est différent. Donc, l'œil avec lequel nous regardons la réunion de Nairobi n'est pas le même avec lequel on regarde les autres réunions des oppositions passées. Que vaut aujourd'hui la condamnation de Kabila? Est-ce que il y a lieu d'en parler? Sur le dialogue, hein. Il y a lieu d'en parler. C'est ça la question. Est-ce que il y a lieu d'en parler aujourd'hui? Cette condamnation n'amenuise-t-elle pas la chance de voir un dialogue national inclusif qui déboucherait sur la paix, la cohésion nationale afin de juguler la crise sécuritaire dans l'est du pays? Oui, il y a une nuance. Même si aujourd'hui on allait au dialogue, aujourd'hui, croyez-moi, il y a des gens qui ne seront pas éligibles au pardon. Même si le dialogue commençait aujourd'hui, il y a des gens qui ne seraient pas éligibles à l'amnistie, à la grâce présidentielle et ainsi de suite. Au vu des crimes qu'ils ont commis, ils ne seront jamais éligibles. Donc ne croyez pas que l'ouverture... Cette fois-ci, vous allez mettre la justice en avant. Ne croyez pas que l'ouverture du dialogue va comme passer l'éponge sur des crimes graves tels que des viols, des crimes contre l'humanité, massacres, tous ces crimes qui ont été commis, que l'on impute à Joseph Kabila. Donc, je dis, ça c'est mon point de vue, vu la gravité des crimes, l'imprescriptibilité même de ces crimes-là, que l'on impute à Kabila, je ne le vois pas être éligible au pardon qui sortirait du dialogue. Donc, qu'il soit condamné ou pas, déjà, l'embarquement dans le dialogue ne le concerne pas. Parce que les crimes par lui commis sont imprescriptibles. Autant pour les autres qui sont considérés au même titre que lui comme des seigneurs de guerre. Quand on va aller au dialogue, évidemment, ces personnes-là ne vont pas être éligibles au pardon, à l'amnistie et à autre chose. Donc, le dialogue, la recherche de la cohésion et de la paix n'exclut pas la justice, vous le savez. Il y a des crimes qui sont impardonnables. Vous-même, vous le savez, même du point de vue de la loi, il y a des crimes qui ne peuvent pas faire partie des, ordonnances présidentielles, patati patata. Non, il y a des crimes que même l'ordonnance présidentielle ne peut pas laver. Donc, comprenez que, au vu de la gravité de certains crimes, imputés à Kabila, qu'ils ne fassent pas l'objet de ce pourquoi les gens veulent aller au dialogue. Par rapport à ce qu'on lui reproche, comment le fait infractionnel qu'on reproche aujourd'hui à Kabila ont-ils été cristallisés et comment faire face à la tentation d'une justice téléguidée, instrumentalisée, comme c'est le cas pour une certaine opinion dans le procès contre Joseph Kabila? Attendez,
vous dites comment ces faits ont été cristallisés. Ça, on en a déjà parlé. La justice a, comment dire, argumenté et motivé dans ses arrêts. Elle vous a dit pourquoi elle considère Kabila comme quelqu'un qui méritait une condamnation à mort. Elle a motivé. Il y a tout dedans. Et même à part ça, mais la clameur publique a été patente. Comme quoi Kabila serait le chef rebelle. Rien que ça, ça mettrait déjà la puce à l'oreille du juge pour se saisir du dossier. Donc il y a des témoignages, il y a des aveux, il y a des choses qui pèsent sur Kabila. C'est dans ce sens-là que la justice est finalement arrivée à la condamnation à mort. Mais lorsque vous parlez d'une justice téléguidée, je ne sais pas comment vous constatez cela, je ne suis pas de cet avis. Pour revenir à la question du dialogue, je veux dire, il faut qu'on arrête de présenter le dialogue comme une panacée. Arrêtez cette farce-là. Elle ne tient pas. On a dialogué... pas le cas. Pas du tout. On a dialogué près de 30 fois. 30 fois dans ce pays. Ici, dans ce pays, même en dehors du pays, ainsi de suite, on a déjà dialogué de nombreuses fois. Mais est-ce que ceci a mis terme définitivement à la guerre? La réponse est non. Pourquoi il faut qu'on embarque encore dans quelque chose de pas sûr? Quelque chose dont on n'est pas certain des retombées, comme quoi les retombées mettront un terme définitif à la guerre, mais on veut qu'on embarque dedans pour encore une fois se partager le pouvoir, bombarder des amnisties, faire des brassages, faire, mixage, et ainsi de suite, et puis aux accords rond-point. Finalement, on va où? Merci beaucoup. Attendez, laissez-moi chuter, laissez-moi une minute pour conclure. Non, donc, 30 secondes. Je vais conclure. Donc, vous avez plus de 2 minutes. Je suis dans la logique de dire que le dialogue n'est pas une solution définitive à la guerre. Le passé me donne raison. On a dialogué plus disons une vingtaine de fois, mais la solution n'est jamais arrivée. Par conséquent, essayons d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'on est hermétiquement fermé au dialogue. On peut dialoguer pour d'autres raisons, mais pas pour le retour de la paix. Non, le dialogue ne garantit pas le retour de la paix. Sinon, par le passé, il n'y aurait pas eu guerre. Parce que déjà, on a dialogué. Mais il n'y a pas eu de solution définitive. Merci. Donc, retenez qu'on peut dialoguer pour d'autres raisons. Même si on doit dialoguer, ça doit être avec des termes de référence différents de ceux qu'on a connus par le passé. Parce que, voyez-vous, on risque d'encore avoir comme débouché le partage du pouvoir, l'amnistie, mixage, patati patata. C'est du aux accords rond-point, ça ne servira à rien. Le dialogue n'est pas une solution magique. Et encore que c'est extra-constitutionnel. Allez, merci beaucoup. Marley, vous avez suivi Cissé Traoré. Les dialogues, oui, on y arrivera, parce que la porte n'est pas hermétiquement fermée d'après ces mots. Mais il faut aller au dialogue avec des termes de référence qui doivent être présentés, du reste connus par le grand public. Mais les dialogues ne doivent pas occulter la vérité et la justice. C'est cela l'essentiel de l'intervention de Cissé Traoré. Kabila étant condamné, sa condamnation n'amenuiserait en aucun cas les chances d'un dialogue national inclusif. Quel est votre avis? Merci, Serge Léon. Je voulais dire à Cissé Traoré, quand il dit qu'à Gorée, il n'y avait pas des gens recherchés par la justice congolaise, je te cite l'équipe Katumbi, l'Olivier Kamitatou, l'affaire des mercenaires. L'affaire des mercenaires, ici, ça chauffait. On cherchait à arrêter plusieurs cadres, camarades, proches de Katumbi. Mais Katumbi s'était fait présenter par la même personne à l'île de Gorée. Donc, il faut avoir les informations avant de pondre vos idées contraires à la réalité sur un plateau de télé. Ici, je vous dis, d'abord, quand vous dites que Kabila est rebelle, vous êtes dans la contradiction. Il n'y a aucune logique dans ce que vous dites. Où est la contradiction? Mais si Kabila est le patron du FC M23, mais le même jour, le jour de l'ouverture du conclave de Nairobi, vous avez signé un accord portant sur un cessez-le-feu permanent. L'accord a été signé, vrai ou faux, le même mardi, à Doha. C'est une confusion, ça. Non, il y a un accord à Doha. Je vais répondre. Où il faut observer un cessez-le-feu en attendant l'accord général qui va sanctionner les assises du Qatar. Mais pour l'instant, il y a d'abord un accord pour le cessez-le-feu permanent. Mais vous avez signé avec Kabila ou vous avez signé avec les Nanga?
Vous avez vu Jacquemain Chabani être en difficulté face à Marius Moura. Une simple question. Est-ce que vous avez condamné Kabila comme patron du mouvement rebelle AFC M23? Mais vous avez signé encore un accord avec le même groupe. Est-ce que ça sous-entend que vous avez signé avec Kabila en quelque sorte? Vous qui n'êtes pas dans la machine, le patron de la sécurité, l'émission est là, il a dit, on peut dire ça comme ça. Donc, on ne sait plus qui est le patron du AFC M23. Mal à l'aise, pourquoi? Jacquemain Chabani, moi je ne le connais pas aujourd'hui. C'est un gars très intelligent. Mais vous le mettez en difficulté, pourquoi? Parce que vous avez posé des actes à la va-vite, sans préparation aucune. Il a dit, devant votre confrère, Marius Moura, il dit en quelque sorte, donc pour eux, tantôt l'accord est signé à Doha avec Kabila, tantôt avec le M23 AFC. On ne sait pas, ils ont signé avec qui réellement. Mais de l'autre côté, à Bruxelles, il n'y a même pas un mois, le président a dit ceci: je n'ai jamais eu des attitudes belliqueuses contre aucun État voisin de nos 9 voisins. Il avance en disant, je vais même faire une paix de braves avec mon homologue rwandais Paul Kagame, ici présent, mais en condition qu'il demande à ces hommes dans M23 AFC de se retirer à ce moment-là. Est-ce que c'est Kagame le patron? Parce que qui peut imposer une telle réalité à un groupe rebelle doit être le patron. Est-ce que c'est Kagame le patron ou c'est Kabila? Et ces incohérences révèlent quoi, selon vous? C'est-à-dire que Kinshasa n'a pas la maîtrise, n'a pas une mainmise sur il n'y a pas d'incohérence dans la situation ici. Kinshasa, vous allez les démontrer tout à l'heure. Kinshasa tergiverse à chaque moment. Même dans la narration, Kinshasa ne sait pas identifier qui nous fait la guerre réellement. Parce que tantôt, au début, on nous présentait un mouvement rebelle. Ok? Un mouvement terroriste. En relation internationale, en règlement de conflits international, on ne réserve pas le même traitement entre le mouvement rebelle et un mouvement terroriste. Ils n'ont pas le même traitement. Alors, au début, on nous présentait un mouvement terroriste. Après, c'était ce sont des adversaires. Et aujourd'hui, on discute avec eux. Aujourd'hui, on nous parle d'une opposition armée. Et l'acte posé à Doha légitime le mouvement. Kinshasa dit à travers cet acte, l'accord signé, que nous reconnaissons que ce sont nos adversaires. Donc, ce n'est pas... Nous ne sommes pas pendant une agression, ni un mouvement terroriste, mais nous sommes en face d'une opposition armée qu'on peut régler le conflit pacifiquement. C'est ça même le sens de l'accord signé sur le cessez-le-feu permanent. Ici maintenant, quand vous ne savez pas identifier votre adversaire, vous n'aurez pas le courage de les battre. Parce que vous n'allez pas avoir l'attitude de l'étudier et de les comprendre. Quand on connaît l'adversaire, on prend le temps de l'étudier. C'est ça aussi le problème. Kinshasa n'arrive pas. Tantôt, c'est Katumbi qui est le financier. Ce mouvement rebelle a plusieurs parrains, a plusieurs génitaires, a plusieurs... Ça veut dire que Kinshasa ne sait même pas avec qui il fait face. Mais tu sais qu'il a eu la chance d'être en face de Kagame à plusieurs reprises, à Doha, à Washington. Montrez-moi où Tshisekedi a pointé Kagame comme un État, le Rwanda comme État agressé au travers de Kagame. Ils étaient à Washington, ils ont pondu un accord. Mais Tshisekedi le dit presque chaque jour. Non, le dit. Mais le dit lorsque vous avez l'occasion d'être en face de lui et de conclure un accord, lui reconnaîtra le Rwanda comme État agressé. C'est différent. On n'a pas besoin d'un... Tu es sûr qu'il ne l'a pas dit à Doha? Mais l'accord est là. À Doha, il était avec Kagame, non? Attends, on doit cristalliser le fait. Dire qu'il est agressé, mais vous signez un accord les lavant. Dans les accords, il n'est pas clairement dit que le Rwanda est agressé. J'ai l'accord dans les téléphones, on dit, j'en ai encore en dire, comme en électronique. On parle de l'accord de Washington. Nulle part on pointe le Rwanda comme un État agressé. On dit d'ailleurs, attends, mais au moins on lui demande de retirer les troupes. Non, on ne demande pas au Rwanda. Vous confondez la résolution 2773 et l'accord de Washington. Il ne faut pas confondre. Dans l'accord de Washington, on dit ceci clairement. Le Rwanda doit lever ses mesures défensives. Ça veut dire, on estime... Attends, sois tranquille. On estime que le Rwanda, par peur d'être attaqué demain par le FDLR, le Rwanda a pris des dispositions sécuritaires tout au long de sa frontière avec le Congo. Et le Rwanda, les conditions pour que le Rwanda
lève ses mesures défensives, le Congo doit neutraliser les FDLR. Vous avez suivi même le porte-parole de l'armée demanda aux FDLR de déposer les armes. Donc on reconnaît que nous avons un groupe de réfugiés, mais armés sur notre territoire. Mais on l'a les retraits, comment cela va-t-il se faire? Concomitamment ou bien il faut que Kinshasa fasse sa part avant que le Rwanda lève ses mesures défensives. C'est ce qui est dit dans l'accord. Il faut que Kinshasa neutralise les FDLR et les rapatrier le remettre à Kigali. On a parlé du pays de chute Burundi, mais Burundi a réagi et refusé de pas... Donc ici, l'accord de Washington, tu sais que dit nous ment chaque jour, nous demanda de condamner le Rwanda. Lorsqu'il a eu l'occasion de cristalliser ses dires, il n'a pas fait... revenons sur le débat, dialogue. Il dit encore... Non, vous ne pouvez pas passer tout votre temps. Non, je suis déjà dans le dialogue. Faites-le dans le temps raisonnable et revenez sur le sujet. Je suis dans le dialogue. Tu sais qu'il dit oui au dialogue, mais pas avec les Congolais inféodés par l'étranger. L'autre, avant, il parlait des Congolais inféodés par l'étranger. Cette fois-ci, il a évolué. Comme toujours dans son narratif, il dit il commence d'abord par condamner et nommer les agresseurs. Si nous sommes agressés, pourquoi il a signé avec le M23 de roi? Est-ce que nous sommes en face d'un mouvement rebelle ou d'un État qui nous agresse? Moi, quel rapport? Je n'arrive pas à comprendre. Mais il faut dire à Tshisekedi, il est le président de la République. Il représente la nation. Quand il prend parole pour tous les Congolais. Déjà, il dénonce pour le compte de 100 millions de Congolais. Qui nous disent, quand il dénonce Kagame, il dénonce pour le compte de quels Congolais? Et parce que d'autres Congolais pour lui, d'autres Congolais sont censés les condamner le Rwanda. Mais le président représente la nation. Quand il prend parole, il ne prend pas parole pour le compte de Félix Tshisekedi. Il prend parole pour le compte de 100 millions de Congolais. Donc quand il condamne le Rwanda, il condamne pour moi aussi. Il condamne pour Kabila. Il condamne pour le compte de Némi Moulania. Il condamne pour le compte de tous les Congolais. Alors, ça t'interdit toi de condamner aussi? Attends. Mais lorsque nous on condamné Kagame, paix à son âme, Serge Ouello, lorsque nous on condamné Kagame, tu sais que nous condamnés. Il disait que nous ne sommes pas sérieux. Mais nous avons été frappés ici. Prince Epenge est vivant. Je salue Josué Boum. Je salue Bruno Mimbenga. Même je suis pas en bon terme avec Constant Moutamba, mais Constant Moutamba a participé. Nous, on a marché pour demander le départ de Vincent Karega. C'est l'agression du Rwanda. Nous avons marché avec chemise blanche ici. Avec le Martin Foll et autres, les Chadari. Et pendant ce temps que faisait Tshisekedi? Tshisekedi nous disait le contraire. Que Kagame est son ami et frère. Partenaire fiable. Donc, Tshisekedi nous demande... Non, il ne faut pas dire ça. Non. Nous avons marché avec le bloc patriotique. Ici, il y avait le FCC dedans, il y avait l'Ensemble pour la République, les CID, Nouvelle Élan et le mouvement citoyen. Donc, ce que nous demande de faire, c'est que nous avons fait avant lui. Non, nous ne sommes pas là pour répéter la même chose. Nous estimons, nous avons déjà suffisamment dénoncé, l'État doit faire sa part. 30 secondes. Il dit les dialogues, oui, mais on ne peut pas occulter. Le dialogue ne peut pas occulter la justice ou la vérité. Et Kabila étant condamné, eh bien, il doit les rester ainsi. Pourquoi quand on parle de dialogue, on voit que seulement Kabila? Le problème est profond, est très profond, pardon. Il ne faut pas voir Kabila, il faut voir les 100 millions de Congolais. Vous résumez tout à Kabila, pourquoi? Est-ce que Kabila vous dérange? Bon, il vous dérange. Quelqu'un qui alimente une rébellion qui demande s'il nous dérange. Attends, Kabila, je vous déranger l'émission. Kabila n'alimente pas cette rébellion. La justice n'a pas prouvé. Aujourd'hui, n'a pas prouvé. Il fallait que la justice te prouve à toi. Mais cette justice, ces jugements rendus au nom de qui? Moi, je ne fais pas partie. Mais, attends. Donc on donne quelqu'un à mon nom, mais ils sont incapables de me prouver qu'ils ont raison. Mais les preuves sont dans l'arrêt, là, il faut lire. Nous avons lu l'arrêt, cher frère. Et il n'y a pas de preuve. Attends, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve.
D'abord, la parole peut tourner, cher. Vous prenez mon temps. Donc ici, si c'est faut comprendre. Tu sais que tout le monde est d'accord avec ces dialogues. Ce que vous dites là, c'est d'abord inutile. Tu sais que dit bien, il veut ces dialogues. Mais il est en train de chercher comment tirer les choses à la longueur. On va y arriver. On va y arriver. Donc, on va y arriver sur... le dialogue ne va pas occulter la justice, bien sûr. Mais comment s'y prendre? C'est ça le grand... Alors, on va y arriver. Beaucoup encore de choses à dire sur ce sujet. Mais bien attendant, on va prendre d'abord cette intervention du prophète de l'église Casarema à Bruxelles qui a annoncé la mort prochaine de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. On l'écoute puis on revient. Les gens de TikTok coupaient ce morceau. Je répète encore. Je viens de voir, pendant que je parle, je viens de voir le corps de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, auprès d'un arbre. On l'a assassiné. Il est tombé. Donc, s'il veut vivre, il doit me contacter. Il doit me contacter s'il veut vivre. Parce que la mort est déjà déclarée. Il est déjà condamné à mort. Chamaye brosoto. Yemana shadaraboshe. Yakari abadabosoto. Ou sinon, il doit laver ses mains. Il doit lâcher la RDC. Il doit faire ça vite, vite. Et les gens qui sont autour de lui, qui doivent faire attention. J'avais dit ça mercredi, mais pendant que je parlais, je vis l'endroit où on va l'assassiner. Kanyama Kassese, là où hier ne résonnait que le silence de la brousse et le cri des herbes hautes, s'élève aujourd'hui Mandala City. Une cité moderne qui sort des terres à main nue, à sueur d'homme et à volonté politique affirmée. Un projet audacieux, structuré, ambitieux. Il prévoit des villas bien équipées, une salle de conférences, une piscine, un terrain de tennis, une salle de sport et même un bureau présidentiel y est en chantier. Son bureau est grand. Ce sera le bureau du président. Oui, le bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne, même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Hein? Ah, oui. Ça, c'est la salle du conseil. Ah, le conseil des ministres. Toutes sortes de réunions. Ce sera vaste. Très vaste. Et ça sera très beau, je vous jure. Ça sera très beau. Parce que demain, KCC ne sera pas qu'un centre agricole. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik veut ériger ici un cœur décisionnel de l'État. Exigeant sur chaque détail, le commandant SL ne veut rien laisser au hasard. Il passe, repasse, observe et corrige. Kanyama Kassese devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque. Commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est lui, commandant suprême du service national. Il peut venir ici à tout moment. Il improvise une réunion, on veut quand même créer les bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. C'est 72 chambres. 72 chambres, piscine, terrain de tennis, terrain de basket. On va faire quand même une petite cité, salle de musculation, salle de sport. Quand ils viennent, ils peuvent se remettre en forme. C'est en plein champ ici. En pleine brousse. En pleine brousse, oui. Pas de relâche, vite mais bien fait. À quelques pas, un hôpital ultramoderne est sorti des terres. Les équipements sont là, livrés et bientôt installés. 2 ambulances flambant neuves et une promesse des soins de qualité pour les bâtisseurs, leurs dépendants, ainsi que les riverains. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en machine. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient.
Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Mais KCC, ce n'est pas que béton et tuiles. C'est aussi un souffle agricole et un espoir nourricier. En 2019, 4 vaches seulement, et aujourd'hui, plus de 6000 têtes. Un cheptel né du néant, porté par une vision, celle du président Félix Tshisekedi, refonder la nation à partir du travail, de la terre et de la discipline républicaine. Moi, lorsque j'arrive au service, ça se fait avec 4 bêtes. En 2023 qu'on a commencé avec le premier, avec 100 bêtes. 100 bêtes ou 110 bêtes. 110. Maintenant là on est à 6000 et quelques parce qu'il y a eu des acquisitions aussi. C'est pas qu'ils se sont reproduits, il y a des acquisitions. On est à plus de 6000. Et l'année prochaine, à la même période, on sera au-delà de 10 000. Avec sa piste d'atterrissage opérationnel, son aérogare moderne, ses infrastructures solides, Kanyama KCC a cessé d'être un simple champ retranché au beau milieu des riens. Parce qu'ici, chaque brique posée redéfinit l'avenir, chaque vache élevée restaure notre souveraineté, et chaque rêve construit sur cette terre efface un abandon. La prophétie est tombée. Non, ça s'appelle l'escroquerie. Le mystère de l'année, de ramener quelque chose en vie, à la vie et des morts. Il dit qu'il doit être contacté. Pour faire quoi? Sidi a décidé ainsi, il va faire quoi? C'est de l'escroquerie carrément. Il veut rencontrer Kabila, il pense qu'il va rationner. Il dit Kabila c'est un condamné à mort. Non. Condamné à mort, ce n'est pas la mort physique. Lui, il dit, il a vu Kabila sous un arbre, assassiné. Mais Kabila doit le contacter s'il veut vivre. Donc lui, maintenant, là, il a le pouvoir doté de chasser l'esprit de mort. Si Dieu décide que Marley vous va mourir aujourd'hui, si je le contacte, donc je ne vais plus mourir aujourd'hui. C'est de l'escroquerie. Et puis, il parle la langue. Ce qui m'a dit, la langue, c'est un maman escroc. Parce que quand on a acte des apôtres, chapitre 1er, Moutalobara à langue, faut Moutumowa Zalanaka Tuana. Ayoka pour interprétation. Rabakondo Shike Barelaxini. Ranbakondo Shike Barelaxini. Inspiré par l'esprit, Marlez-vous. Oh, l'esprit t'habite, te donne un message. Mais on peut un message à Moutumowa Oyoka. Quand les apôtres, l'Esprit Saint était défendu sous les apôtres, balobaki minoko bango ba yebite mais que les gens savaient interpréter. C'est de l'escroquerie. Alors il faut fermer toutes ces églises de sommeil. Il évolue à Bruxelles, il a une adresse physique là-bas et sa femme est aussi prédicatrice, animatrice sur la chaîne Casarema. Le prophète Manzambi, c'est comme ça qu'il s'appelle. En fait, l'Église a une grande part de responsabilité dans le déclic de la société congolaise. Allez, sur la prophétie, elle vous séduit. Est-ce qu'on peut accorder du crédit à la prophétie du prophète Manzambi? Bon, du crédit, je ne sais pas. Cependant, je ne souhaite pas que Kabila meure, parce que s'il meurt, qui va payer les 30 milliards de dommages et intérêts que Kabila doit aux victimes et à l'État congolais? En tout cas, je souhaite que cette prophétie soit fausse. Comme ça, les victimes, mes compatriotes, qui ont droit à leur indemnisation, aux dommages et intérêts, qu'ils arrivent quand même à les percevoir, parce que sinon, qui va rester les payer? Donc, je crois que la prophétie n'est pas vraie. Alors, pour revenir vous avez 5 minutes rapidement. On parle des incohérences du régime. Je voudrais que vous soumettez à cet exercice, c'est du tout au tac. On condamne Kabila, en même temps on signe avec lui à Doha. Est-ce vrai ou une contradiction? J'ai déjà répondu à cette problématique dans de nombreux plateaux de télévision. J'ai entendu Marlez-vous encore poser le même problème ici. Vous me posez la même question. Comme quoi il y aurait contradiction entre ce qui se passe à Doha. Démontrer qu'il n'y a pas de contradiction. Je répète. Lorsque le gouvernement a indexé Kabila, comme quoi il était de mèche avec la FCM 23. Quelle a été la réponse? Bami Wangani. Kabila dit non, je ne suis pas dans cette entreprise macabre.
La FCM23 a dit non, nous on n'est pas avec Kabila. Qu'est-ce qu'on fait? Après que les gens se soient régnés comme ça, on prend acte. On comprend que, Bouangani, donc vous n'êtes pas une seule entité. D'accord. On va vous traiter comme deux entités différentes. Donc si on signe avec l'une là-bas, ça ne concerne pas l'autre ici. Et en quoi alors vous allez condamner Kabila? Calmez-vous. Ce qui se passe à Doha n'a rien à voir avec le procès contre Kabila. Parce que Kabila a nié être le responsable. Pourquoi vous l'avez condamné alors que vous reconnaissez qu'il n'est pas responsable du M23? Calmez-vous, je vais donner votre réponse. Je voudrais que vous soyez direct. Mais attendez, c'est mon temps d'antenne, laissez-moi répondre. Et précis, il y a d'autres questions qui vont s'enchaîner. Ce qui se passe à Doha, c'est le gouvernement qui s'engage dans un processus politique. Il n'a rien à voir avec une démarche judiciaire. C'est l'institution indépendance justice qui condamne Kabila. Ce que fait le gouvernement ne doit pas impacter une procédure judiciaire. C'est une institution indépendante. Elle décide quand elle veut, comme elle veut, de condamner qui elle veut, qui se trouve être impliqué. Ça, c'est la justice. Maintenant, vous dites que... Non, mais vous m'interrompez sans que je finisse. Je dis que soyez vous ne voulez pas que j'éclaire les gens. Non, on a compris. C'est toi qui as compris, mais pas les autres quand même. Attendez, on a compris. Maintenant que vous signez avec... n'a rien à voir avec ce qui se passe au On a compris. Parce que la justice est une institution indépendante. Elle ne dépend pas de ce que fait le gouvernement. Le gouvernement fait un processus politique. Maintenant que vous ça n'a rien à voir avec une démarche judiciaire. Maintenant que vous êtes en populaire... Retenez ça pour dire. Permettez que je vous pose une question. Allez-y. Maintenant que vous êtes en pourparlers avec l'AFCM 23, il y a un accord en vue d'être signé. Je crois que c'est en cours. Les discussions sont sérieusement... sont à un stade avancé. Il est clairement établi qu'il faut qu'on arrive à l'intégration politique, militaire et institutionnelle de M23. Pourquoi la justice n'agit-elle pas? Parce que vous avez dit tantôt que la justice ne peut pas occulter la vérité et la... Répondez, soyez concis et précis. Ce sont nos révélations que l'on vous présente et démontrer qu'il n'y a pas contradiction ou incohérence. Ce que l'on fait avec Kabila ici, c'est une institution indépendante qui est la justice. Très bien. Ça n'a rien à voir avec l'organe gouvernement qui est en train de négocier à Doha. Donc c'est la justice qui décide quand elle veut d'ouvrir un dossier. Ça dépend d'elle. Tu me demandes, là-bas on est en train de signer, mais pourquoi la justice n'agit pas sur les gens avec qui on signe là-bas? Mais je vous ai dit que la justice est indépendante, elle va ouvrir le dossier quand elle voudra. Dans les cas précis, elle ouvrira le dossier quand? Allez, bon sang. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous dis, une fois que c'est signé, c'est décidé. C'est fini. C'est fini. Mais est-ce que vous me Quand est-ce que la justice va ouvrir un dossier? Mais justement. D'autant plus que la politique est au-dessus et voilà, tout. Justement. Si elle n'ouvre pas de dossier maintenant, c'est parce qu'elle signe que c'est pas opportun. Ça dépend d'elle. Donc l'opportunité, c'était un procès contre Kabila. Mais je vous dis que c'est libre à elle. C'est pas vous qui appréciez. Quand est-ce qu'elle va ouvrir le dossier? Mais il faut que je vous explique ça comment. La justice va, elle, d'ailleurs même, je vous ai dit ici que même si on va au dialogue, les crimes commis par des personnes qui vont au dialogue, ce n'est pas tous ces crimes-là qui vont être pris en compte, pris en charge par comment dire, l'amnistie, les grâces présidentielles et autres qui vont sortir du dialogue. Pas tous les crimes. Il y a des crimes qui ne sont pas concernés par ce type de pardon. Il y a des crimes qui sont imprescriptibles, qui ne vont pas être pris en compte. Donc, ces gens vont être poursuivis par la justice. Mais la justice va ouvrir des dossiers quand elle va estimer c'est opportun. C'est une institution indépendante qui nous agresse aujourd'hui. Alors, je continue. Vous m'embêtez tellement trop qu'il y a des répliques que je devais faire. Non, dans autre chose. Vous répondez à mes questions. Vous n'êtes pas ici venu pour répondre à vous. Mais quand même, c'est un débat. Qui nous agresse? Qui nous agresse? Le Rwanda nous agresse. Avec Kagame comme patron, Kabila comme sous-traitant, et ensuite la FCM 23 des subalternes. C'est là le pays qui nous agresse. Tshisekedi dit quoi? Tshisekedi dit sa logique est de négocier ou de discuter avec le boss lui-même direct. Voilà pourquoi il traitait les autres des pantins. Il a fini par négocier avec les pantins. Mais avant de parler avec les pantins à Doha, qui était là en premier? N'est-ce pas Kagame? N'est-ce pas le boss? Mais bon sang, allez.
Mais quand voyez-vous que il faut dénoncer les agresseurs. Avant même que le processus de Doha ne commence, c'est le boss lui-même, Kagame, qui était là avec Tshisekedi. Il n'a pas réussi à conclure avec le boss. Ensuite, les pantins sont venus. Ça, c'est la logique d'ici. Donc vous avez lavé l'Ouganda, vous avez lavé les Kenyans, mais le seul agresseur, c'est le Rwanda. Mais pourquoi vous condamnez la rencontre des opposants à Nairobi? D'abord avec le patron, parce que si je négocie avec les pantins, et que le patron n'accède pas aux conclusions que les pantins ont eues avec nous, ce sera peine perdue. Vous comprenez? Ce sera du aux rond-point. Et l'Ouganda joue quel rôle? Voilà pourquoi vous avez innocenté l'Ouganda, vous avez innocenté le Kenya, même le Burundi. Même le Burundi. J'ai voulu. Et pourtant, vous avez fustigé la rencontre des opposants de Nairobi. Vous êtes décidé à me perturber, mais j'ai voulu. Je reste imperturbable. Il a parlé du communiqué des FARDC. Non, répondez à ma question. Vous n'êtes pas ici venu répliquer à tout bout de champ. Oh, mais attends, je peux quand même... Qui nous agresse? Quel est le rôle de l'Ouganda, du Kenya, de Burundi dans la déstabilisation de la RDC? Je vous ai dit ici, cette question-là, vous me l'avez posée. Et j'ai répondu que c'était le Rwanda qui nous agressait par l'entremise de Kagame et les autres viennent comme des subalternes. J'ai dit ça ici. Mais vous reposez la même question pour que je réponde. Non, je parle du rôle de l'Ouganda. Du Burundi et du Kenya. Parce que vous avez dit tantôt que le Kenya joue un rôle de stabilisateur dans la vie de l'État. Mais très bien. Alors, quel est leur rôle? Et pourquoi vous ne les nommez pas, vous ne les dénoncez pas? Et c'est aux opposants, au régime. Au régime, bien sûr. Et c'est aux opposants que vous leur demandez de dénoncer ces gens-là, les agresseurs. Tshisekedi dit ceci. Ce n'est pas parce que Tshisekedi dénonce que nous autres, en tant que peuple, qui nous reconnaissons à lui, nous ne pouvons pas faire aussi notre part. C'est pourtant un devoir civique de condamner et de dénoncer toute agression. Ça, c'est un devoir civique. Donc, le fait pour Tshisekedi de dénoncer ne nous interdit pas, nous, de faire notre part. A-t-il déjà dénoncé l'Ouganda? A-t-il déjà dénoncé l'Ouganda? On a vu, il a reçu le fils de Mouozi, le fils de Il a déjà dénoncé l'Ouganda? Vous faites fi de tout ce que je vous donne comme argument. Mais vous répétez les mêmes questions auxquelles je donne des réponses. Vous ne répondez pas. Tshisekedi dit ceci. Il demande aux opposants de dénoncer. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets congolais d'abord. Les opposants à qui Tshisekedi s'adresse, ce sont des Congolais. À ce titre-là, ils ont obligation de faire barrage à toute agression contre la nation. Et c'est comme ça que Tshisekedi leur dit. Si je dois discuter avec vous, il faut que je sois sûr que vous venez décharger de toute la pression et l'autorité Kagame, l'autorité morale qui est quelque part, vous venez comme des vrais Congolais qui sont décidés, résolus à apporter la paix. Parce que si je discute avec vous, les conclusions que nous aurons... Les seuls Congolais qui comprennent bien Tshisekedi. Très bien. Tshisekedi dit ceci. Si je discute avec vous, les conclusions qu'on aura avec vous, en tant que Congolais, comme opposition congolaise, si votre main noire qui est Kagame n'accède pas aux conclusions, là, la guerre va continuer. Donc, à la place de discuter avec vous, je discute avec le boss. Je discuterai avec vous. Kagame si et à Doha aussi. Je discuterai avec vous si vous vous désolidarisez de lui. C'est comme ça que vous l'entendez leur dire, dénoncez-le. Désolidarisez-vous de lui. Ensuite, venez, on va discuter. C'est très simple à comprendre. Kagame est représenté par qui à Doha? Allez, bon sang. J'ai répondu. Vous dites que Kagame doit avoir part aux résolutions. Alors Kagame, donc vous à Doha, vous discutez avec le AFC/M23 ou avec Kagame? J'ai répondu ici qu'avant que le processus de Doha ne commence, c'est d'abord avec Kagame que Tshisekedi a discuté. Qui est le patron de Kabila et de AFC/M23. Donc en ce moment ici, ceux avec qui on discute là-bas, ce sont des pantins que lui, Kagame et Kabila utilisent. Mais on discute avec eux après avoir discuté avec le boss qui est Kagame, qui est Tchadoua, vous le savez. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Allez, merci. C'est pourtant simple. Très rapidement sur ces dossiers. Dialogue, quelle est la carte qui est en marche? Quel est le schéma? Et ce dialogue devra déboucher sur quoi? C'est la grande question, parce que si c'est l'a dit, on a autant de fois dialogué, et tous ces dialogues n'ont accouché que d'une petite souris. Est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui de dialoguer? Pour quel résultat? Voilà la raison pour laquelle moi je ne fais pas foi à Tshisekedi. Il met même mon frère que je connais intelligent si c'est Traoré en difficulté.
On lui demande de citer le pays agressé, il cite Kabila. On dit pays, mais lui, il cite Kabila. Donc pour lui, Kabila, c'est un État. Il y a une différence entre un mouvement rebelle et une rébellion et une agression. Mais toi, tu sais que j'ai dit le Rwanda, non? Pourquoi tu ne le relances pas? Attends, dans cette affaire... C'était le Rwanda. Il a commencé par dit des mensonges, mais tu le laisses dire quand même. Kabila après. Mais dans cette affaire, la question était quels sont les États qui nous agressent. La question n'était pas qui sont les individus qui déstabilisent le Congo. Les États sont différents des individus. Donc, ça dit, il n'a pas répondu. Les États qui nous agressent, c'est le Burundi, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. L'Ouganda, c'est le patron de l'agression congolaise. Et tu sais quel est le problème? Pourquoi? C'est pas pour nous avoir amené une armée d'un État agresseur sous prétexte de mutualisation des forces. Une erreur d'appréciation grave qui coûte cher à la République aujourd'hui. Mon cher, moi je ne peux pas faire circuler des armes dans un État étranger. C'est un acte de guerre. Prenons par absurdité que c'est Kagame qui a réorganisé l'M23. Le patron de ce groupe était où? Après l'ère de fête en 2013. Entebbe, non? Entebbe, c'est en Ouganda. Comment Museveni a laissé le Rwanda faire circuler les armes sur son sol alors que nous sommes en mutualisation des forces, sans avoir dénoncé? Montrez-moi un seul jour où Museveni a dénoncé cet acte de Kagame. Et qui a ouvert ces frontières pour que nous soyons attaqués? N'est-ce pas, c'est Museveni? La cité frontalière de Bunagana est une cité frontalière avec le Rwanda. Quand vous êtes à Bunagana, pour se retrouver dans le territoire frontalier avec le Rwanda, c'est pas moins de 300 km. Pourquoi vous ne condamnez pas l'acte de Museveni? Vous avez peur de quoi? C'est lui qui a ouvert ses frontières pour que nous soyons attaqués. Et son fils ne les cache pas. Mais celui qui ne les cache pas a été réussi à grande pompe par le président de la République. Tu sais qu'il est complice. On vous dit, Lampi Imatuchi est chapeauté par les Kenyans. Ok? Kabila que vous traitez aujourd'hui, il avait refusé l'achat de plusieurs banques commerciales par le groupe kenyan d'Equity. Kabila a dit ça deviendra une pine sur l'économie du Congo parce que ces gens-là vont nous contrôler. Quand on contrôle l'économie d'un État, on vous affaiblit. Mais tu sais que par faiblesse, il a laissé ce groupe d'Equity acheter presque toutes les banques ici. Alors, quelle est la carte sur table aujourd'hui? On fait comment pour avoir un dialogue et pour quels résultats? Je chute par là. Parce que si c'est l'a dit, on a autant de fois dialogué. On a autant de fois dialogué. On n'a rien vu de concret et la paix n'a pas été restaurée. Le problème, ce n'est pas les dialogues. Quand vous lisez les résolutions que nous trouvons dans chaque dialogue, ce sont des bonnes. Mais le problème, c'est l'homme politique congolais. Son comportement pose problème. Donc, le comportement des leaders politiques pose problème. Par exemple, pour parler de Sun City, nous avait permis de résoudre une crise grave ici. Le pays était presque balkanisé avec plusieurs administrations. Mais ce sont les mêmes figures, les mêmes personnes qui nous ramènent dans la case de départ. Le problème maintenant, c'est les résolutions ou c'est l'homme? Alors, qu'est-ce que vous convainc que cette fois-ci, les hommes ou les acteurs vont veiller à ce que la résolution soit appliquée? Je ne dirais pas que c'est une révélation, mais regarde comment les choses s'organisent. Si vous remarquez, de Washington à Bruxelles, de Bruxelles à Addis Abeba, dans l'Union africaine, dans la sous-région des Grands Lacs, en passant par Luanda, l'Afrique du Sud, tout le monde ne gère que sur un dialogue. Tout le monde pense que c'est le dialogue peut résoudre ces multiples crises. Parce que la crise sécuritaire est causée par une autre crise qui est la crise de légitimité. Il n'y a pas de crise de légitimité. Lorsque la loi dit l'organisation des scriptés est convoqué pendant une journée et que vous l'organisez pendant 7 jours, ça crée la crise d'illégitimité. C'est la Cour constitutionnelle qui valide le processus. Non, attends, je te parle de la loi. Je te parle de l'article 58 de la loi électorale. Alors, quand vous dites que... Si le processus est irrégulier, c'est la Cour qui décide. Laisse-moi expliquer. C'est la Cour qui invalide. La légitimité est différente de la légalité. Découle de deux facteurs. La Constitution ou la loi et l'acceptation sociale. C'est ça. L'acceptation sociale, justement, la population est d'accord avec ce qui s'est passé. Mais maintenant, vous trouvez les contradicteurs. Vous les trouvez où? Vous prenez l'immaturité populaire, l'ignorance populaire pour une raison. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vais te montrer que la population n'a pas accepté, mais les Congolais ne sont pas prêts à défendre. Moi, je suis qui alors? Laisse-moi, non. Je ne suis pas population. Laissez-le évoluer. Il arrive à la fin de ces minutes. Ok?
Le peuple congolais est incapable de se défendre lorsqu'il n'a pas de l'électricité. 2 minutes. Lorsqu'il n'a pas de courant, vous pensez que ce peuple était prêt à défendre son vote. Donc vous profitez de l'ignorance populaire pour vous défendre. Je ferme cette parenthèse. Donc vous voulez nous dire ici que le régime est illégitime? Il est illégitime. On ne vote pas au Congo pendant 7 jours. Je vous oppose la loi électorale à son article 58. On ne parle même pas d'un jour, on parle d'une journée. Et la loi, elle est claire. La disposition, elle est claire. La loi, elle dispose de quoi? De 7h à 17h. Mais okay, ça, c'est la légalité, c'est pas la légitimité, ça. Vous perturbez. Ça, c'est l'aspect légal. Laisse-moi. Il dit Kabila est condamné, la justice peut agir quand elle veut. Mais la justice agit quand elle veut pour Kabila. Où sont nos forages? Cette justice, elle est où? Elle va agir. Où sont nos lampadaires? Elle va agir au moment où elle oui, elle est indépendante. Opportun. Cette justice, elle est souveraine. Laisse-moi parler. Vous perturbez l'émission. Cette justice n'a jamais été indépendante. Je vous donne des cas. Simple langage, simple sortie médiatique du président a permis à Nicolas Kazadi d'être extirpé de cette justice. Père de famille. Ah, tu crois? Kabila les deux. Attends. Kamere le dossier pendant devant la Cour de cassation par Kamere lui-même qui avait saisi la Cour de cassation par son pouvoir de pouvoir. Kabila, si c'est qu'il sort de son silence pour dire c'est un homme sérieux, honnête, il aura un grand rôle à jouer. Voyez-vous une parole peut tourner. Voyez-vous une justice condamner un homme honnête? C'est-à-dire, si tu n'es pas indépendant, je te donne encore, je te fais une révélation. Von ne nous suit. La justice, cette justice a mené des enquêtes sur les fonds Frivaro. Aucune victime n'a été indemnisée. Aucune alors. Von ne nous suit. On parle de fonds Frivaro détournés par Moutamba. Moutamba et ses amis. Ils ont créé même des faux vraies victimes. Mais cette justice attend que les chefs de l'État donnent le goût. Vous prenez ces morceaux avant à Von. Alors, on parle du dialogue. La carte. Quelle est la carte? Répondez rapidement à une seconde. Il y a des blocs qui se construisent. Il y a 2 blocs forts. Il y a le bloc de Joseph Kabila, créé à Nairobi. Il y a le bloc de l'Union Sacrée. Et tu sais qu'il ne veut pas aller simplement vers l'Union Sacrée et perdre sa véritable famille politique. C'est pourquoi tu sais qu'il a joué la carte de réunification de l'IDPS. Il a réunifié l'IDPS parce que il peut perdre un allié au sein de l'Union Sacrée, mais il ne va pas perdre l'IDPS. Alors, aller avec l'IDPS déchiré, ce n'était pas une bonne chose. Tu sais qu'il dit, joue cette carte-là avec ses pots. Katumbi refuse d'être dilué par le bloc de Nairobi. Parce qu'il estime il a aussi des ambitions. Ouais, il estime qu'il était élu président, mais on l'a proclamé comme deuxième et il a ses leaderships. Il est en intelligence avec Nairobi. Laisse-moi vous expliquer. Allez-y. De l'autre côté, il y a le bloc Fayoulou. Le bloc Fayoulou estime qu'avec le camp de la patrie. Le camp de la patrie. Il estime qu'il a la légitimité pour n'avoir pas été en connivence avec des rebelles selon ce qu'il leur dit, propre dit. Et il pense que c'est lui qui a la légitimité de représenter le peuple dans ses assises. Au regard de quoi? Mais en refusant d'être dilué ni par Tshisekedi, ni par Kabila. Il est là seul comme Katumbi. Mais entre-temps, il y a un bloc encore qu'on ne peut pas négliger, le bloc de ceux qui ont pris les armes. Donc on ne peut pas discuter sans eux. Et c'est ce que tout le monde dit dans la sous-région et la communauté internationale. Ces discussions vont se dérouler avec ces 5 blocs. Maintenant, tu sais qu'il joue la carte de pérennisation, parce que tu sais qu'il ne veut pas de ces dialogues maintenant. Temporiser, il va multiplier le dialogue extra-constitutionnel. On a dialogué avec Tshisekedi comme chef de file de l'opposition. Et c'était quand même extra-constitutionnel, mais c'était pour résoudre une crise. Ok? Tshisekedi était le chef de file du rassemblement. Donc ne nous amenez pas dans ces débats-là. Le dialogue extra-constitutionnel. On veut gagner du temps. Pourquoi? Tshisekedi veut gagner, tirer les choses à l'envers. Il va multiplier des manœuvres. Tantôt il va vous dire ces gens sont inférieurs par l'étranger. Tantôt il va changer, il faut qu'il dénonce et nommément l'agresseur. Il va jusqu'à ce qu'on va tirer les choses à la longueur. Nous allons jusqu'à 2026, soit 2027. Tu sais qu'il est affaibli, mais il va convoquer ce dialogue. Même à 2028. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais tu sais qu'il est en train de nous distraire. Est-ce que si on organisait le dialogue en 2028, est-ce qu'il y aura des participants? Les soucis, c'est quoi? Mais bien sûr. Les soucis pour Tshisekedi, il cherche à obtenir des choses. Parce que Tshisekedi, sa carte, c'est la carte du changement constitutionnel. Ah, on n'a pas encore renoncé à ça. Non. La carte de Tshisekedi, c'est que Tshisekedi impose. Est-ce que c'est interdit? Ah, laisse-moi. Oloba qui a monté. Tshisekedi veut quoi? On considère que les 2 mandats ici comme si c'était des mandats à problème. On change la constitution.
Tshisekedi prend un mandat, il part. Alors quand il va prendre un mandat, il ne va pas partir, ça va créer une autre crise. Parce qu'il aura l'idée de continuer. Kabila joue la carte. Kabila joue la carte du retour. Kabila veut retourner dans la scène et ici au pays. Pourquoi faire? Continuer de faire, c'est un politique. Donc nous sommes dans un tel environnement où on ne parle plus Congo, on parle de positionnement politique. L'ego de politique. L'ego de va primer. Parce que Kabila joue sa carte de retour, tu sais qu'il joue la carte de pérennisation. Kadoum cherche à récupérer ce qu'il estime aussi la parole en 2023. Tu sais que Kafayoulou pense que... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Donc, en fait, ici, moi j'ai dit c'est ça. Quel est mon crime? Dans tout ça, dans ces positionnements, où est la place de nous jeunes? Allez, merci la beaucoup. Parole. C'est à la jeunesse de s'autodéterminer, voulais-je dire. Parce que ces dialogues risqueraient d'avoir le même visage. Le même visage, merci. Tu as encore la parole. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Vous avez pris autant de minutes d'ailleurs que vous. Mon chrono. Non. Si c'est Traoré, j'ai mon chrono avec moi. On va prendre le tout dernier sujet, la bataille au niveau de l'Assemblée nationale. On parlait au début de l'émission, de prédiction qui s'avère aujourd'hui plausible de Cissé Traoré. Et de sources concordantes, a-t-on appris que Aimé Boji Sangara a démissionné, il a quitté le gouvernement pour réintégrer l'Assemblée nationale. Cissé Traoré, on ne va pas prendre autant de temps sur ces sujets, mais donne-nous d'ailleurs ce qui est substantiel. Qu'est-ce qu'il y a quel est l'enjeu majeur autour de ce perchoir après la démission de Caméré? Qui est mieux parti pour lui succéder? Bon, qui est mieux parti pour lui succéder? Attention, il y en a partout, même dans l'UDPS. Chilumba, il peut lui succéder. Comment dire, Jean Baudouin Mayo peut lui succéder. Et Meboji, que sais-je encore. Cependant, que je sache, il n'y a pas d'accord formel comme quoi l'Assemblée nationale reviendrait exclusivement à l'UNC. Étant donné que même l'UNC dont question est arrivé à la tête de cette Assemblée nationale à l'issue des primaires. Donc je suppose qu'il n'y a pas d'accord quelque part entre partenaires politiques. Ne revient pas de droit à l'UNC entre partenaires politiques qui ferait automatiquement du perchoir à l'Assemblée nationale un truc appartenant à l'UNC. Donc, je crois que le challenge est ouvert à quiconque peut prétendre briguer ce poste. Il suffit pour lui de se sentir suffisamment, comment dire, regaillardi avec un bon nombre d'élus à l'hémicycle pour, comment dire, candidater. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le choix ou le soutien dont bénéficie Aimé Boji Sangara, qui est de l'UNC? Je crois que ça va justement dans la logique de ce dont moi je doutais tout à l'heure. On veut faire du perchoir de l'Assemblée nationale une exclusivité de l'UNC. Alors que ni du point de vue des textes, ni du point de vue réglementaire, c'est acté en tant que tel. C'est vrai que l'UNC en tant qu'organisation, c'est libre à elle, libre à lui en tant que parti, dans son organisation domestique, et d'affûter ses armes pour présenter un challenger qui serait Boji, d'après ce que l'on entend. Ça, c'est la liberté domestique de l'UNC de s'organiser. Mais ceci ne veut pas dire que ça met comme un stop à l'UDPS de lui aussi préparer son, comment il s'appelle, Chilumbai. Donc, le champ est ouvert. Boji vient du quota de l'UNC. Tout à fait. Que je sache. Tout à fait. Boji vient du quota de l'UNC dans la logique que le perchoir, comme il était à eux, à l'issue des, comment on appelle ça, des primaires, il devrait leur revenir. Alors, comment expliquer alors ces ambitions exprimées par plusieurs cadres de l'UNC? Et il y a aussi le maître Baudouin Mayo Mambeke qui a affiché ses ambitions. Et pour d'aucuns, Aimé Boji Sangara
serait en froid ou en retrait depuis longtemps avec l'UNC. Ah, ça ce sont, encore une fois, des choses qui relèvent de l'organisation de l'UNC. Boji serait-il en froid avec l'UNC, VK? Ça, on ne sait pas. C'est un secret interne. Mais si c'est le cas, en tout cas, je ne crois pas que Boji démissionnerait de son poste pour aller candidater au perchoir. Si je sais déjà que je suis en froid avec mon maître et mon parti, j'irai là-bas faire quoi? Parce que je sais que je n'aurai pas leur soutien. Donc, je passerai mon temps inutilement. Donc, je ne crois pas à une telle logique, comme quoi Boji serait en froid avec VK et l'UNC, parce que je le vois démissionner. Qui est ce ministre réfléchi, qui va quitter son poste à l'industrie pour aller essayer quelque chose de perdu d'avance. Donc, Boji est en accord avec Boji et Baudouin. Quel est le meilleur profil selon vous? En 30 secondes. Ouf. Je parle précisément du poste de président de l'Assemblée nationale. Bon, personnellement, je dirais je dirais que ce serait Boji, le candidat idéal, étant donné son profil de personnage rassembleur, qui sait, comment dire, trouver le juste milieu lorsqu'il y a affrontement entre différentes factions au sein de l'Assemblée nationale. Son côté contact social peut aider à être proche des parlementaires et par conséquent de bénéficier de leur suffrage. Ceci fait de lui quelqu'un de comment dire, de rassembleur, parce que c'est l'une des comment dire, je vais dire l'un des critères pour un personnage qui doit s'asseoir au perchoir de l'Assemblée nationale. Je crois que Boji répond. Cependant, pour revenir politiquement, l'institution Assemblée, plutôt la Chambre Assemblée nationale, elle est précédente vis-à-vis du Sénat. On ne peut pas y mettre n'importe qui. Ça, je réfléchis politiquement. On ne peut pas y laisser hisser n'importe qui. Quelqu'un qui serait, comment dire, comme un électron libre. Parce que, croyez-moi, l'Assemblée nationale, au-delà d'être une chambre qui confectionne des lois, qui contrôle le gouvernement, et ainsi de suite, c'est d'abord une institution politique aussi. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas y laisser aller quelqu'un que l'on ne peut pas contrôler si on est président de la République. Je crois. J'estime que Boji, s'il a déjà accepté de déposer sa démission, c'est qu'il a eu des garanties dans ce sens. Comme quoi, la voie lui serait libre. C'était l'essence même de ma prochaine question. Je crois que le mot d'ordre du chef de l'État dans cette affaire est déjà tombé. Selon ce que nous avait laissé entendre Jean-Claude Tshilombaï. Donc c'est le président qui a finalement lâché ou libéré sa voix. Je suppose, voilà pourquoi je disais que quand je réfléchis en tant que je me mets dans la peau d'acteur politique, je ne me vois pas, moi, président de la République, laisser ici quelqu'un qui me serait hostile à la tête de l'Assemblée nationale. Merci. Quand même, en tant qu'acteur politique, ça c'est trop posé pour moi. Vous avez parlé tantôt de bloc. Kamere se retrouverait dans quel bloc? Va-t-il rester ou rejoindre un autre bloc? Et quelles sont les garanties que Aimé Boji a-t-il obtenues en quittant le gouvernement pour intégrer l'Assemblée nationale? Si Kamere commet l'erreur de quitter l'Union sacrée aujourd'hui, il va être dilué dans n'importe quel bloc. Il va, résister. Non, résister. Parce qu'on ne lui laisserait pas, on ne va pas lui laisser des espaces à exprimer. Mais justement, parce que vous voyez Fayoulou combattre pendant presque 10 ans, parce que Kamere quitte l'Union sacrée, il laisse le leadership du camp de la patrie à Fayoulou, à Kamere. Kabound, on l'a reçu. Mais Kabound est à côté. Dans les 5 blocs, Kabound n'est nulle part. Vous l'avez enlevé dans... On ne lui a pas retiré le droit d'être opposant. Kabound ne s'est pas encore prononcé. J'ai expliqué les 5 blocs. Kabound ne s'est pas encore prononcé. Je l'ai suivi parler encore de l'économie, du dollar, pendant que les gens se positionnent pour le dialogue. C'est pourquoi j'ai dit qu'il s'est écarté pour l'instant. Peut-être qu'il va se ressaisir après. Moi, je ne vois personne, ni dans l'Union sacrée, moi encore à l'INC, qui peut faire le job plus que Aimé Boji. Pourquoi? J'ai eu à discuter avec lui 3 fois avant qu'il soit ministre.
Ça fait longtemps, je ne l'ai plus rencontré. Au budget ou à l'industrie? Non, avant même qu'il soit ministre du budget. Okay. Pendant qu'on était dans l'opposition. Moi, j'ai déjà discuté 2, 3, 4 fois avec lui. C'est un gars qui a le profil. C'est un homme humble. Qui a l'esprit d'écoute. Okay. C'est-à-dire, même vous, quand vous l'appelez, il vous reçoit. Ça veut dire il est à la recherche de l'écoute, il est à la recherche permanente de la compréhension. Alors, pour avoir une grande compréhension, il a développé un grand esprit d'écoute. Ça, c'est un. Vous ne pouvez pas être un leader qui n'écoute pas. Un leader doit avoir ses sens d'écoute. Et Kabo, j'y réponds. 3, son côté social ferait de lui un bon président de l'Assemblée nationale parce qu'il va stabiliser. C'est une chambre qui a beaucoup de déséquilibres. Côté social, parce qu'il doit surtout venir corriger les erreurs de son prédécesseur. Non, moi je ne parle pas d'erreurs, je parle du profil. Boji, son côté social, c'est qu'il est en contact avec les gens. Il est en contact permanent avec les députés. Il a été ministre, aucunement interpellé par l'Assemblée nationale. Ah, mais cette assemblée n'interpelle presque plus aucun membre du gouvernement. Mais Boji, maintenant, il est des rares ministres qui déposent le rapport du budget et l'exécution à l'Assemblée nationale. Donc je pense que ni au sein de l'Union sacrée, ni à l'INC au jour d'aujourd'hui, si Kamere veut se sauver et soigner son image ternie par ses propres partenaires au sein de l'Assemblée nationale, ses propres collègues, c'est Boji qui peut les faire. Mais Batumsou a dit que le choix de Boji, c'est parce qu'il serait le beau-frère de Kamere. Il y a cette liaison, cette logique familiale. Parce que qui mieux que Boji pourrait empêcher Kamere, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de cadavres. Et Kamere a laissé à l'Assemblée nationale. Prenons ça comme ça. Ça, c'est ce que certains prenons ça comme ça parce qu'il est le beau-frère de Vital. Cela fait de lui intelligent, humble, sociable. On parle du profil de l'homme. Donc, ce gars comme beau-frère à Kamere, il a comme ministre à budget. Pourquoi il a un budget pour un beau-frère à Tindinga? C'est ça, en fait. Mais il dit que c'est une institution politique. Alors politiquement, qu'est-ce que justifie sa présence ou bien le soutien qu'il reçoit? Politiquement, Boji a la confiance du président de la République. Tout à fait. Sinon, le président n'allait pas accepter parce que le ministre dépose leur démission auprès du président de la République. Sinon, le président allait refuser. J'ai encore besoin de toi ici au gouvernement. Mais quand le président accepte, c'est que le président fait foi à Boji. Mais ce n'est pas simplement le président. Le conseiller stratégique, le stratège de Vital Kamere, Michel Moto. Kamere ne l'a pas contré. Il a adoubé. Voilà, ça veut dire, et Kamere, et tu sais que dit, les deux fondent leur unité sur Boji. C'est pourquoi je vous avais dit, Boji c'était un rassembleur. Allez, donc, on espère que les choses vont partir très très vite. Donc moi je crois, je demande d'ailleurs aux députés de lui laisser le perchoir pour permettre... Il sera soumis aux primaires ou... non, je ne pense pas. Il sera candidat unique de l'Union sacrée. Ça va attirer les choses à la longueur. Je ne crois pas que c'est encore important. C'est pas important. Candidat unique. C'est pas important. Le président l'a pris comme chef de file de la majorité. Mais croyez-moi, cette élection... Mais ça peut s'organiser à une journée. Mais cette élection n'aura pas lieu cette session, j'en suis sûr. Cette session? Oui. Ah, j'en suis convaincu. Et le budget alors? On va entrer en 2020. On vote d'abord le budget. Mais est-ce que le bureau provisoire a-t-il on va risquer d'avoir une... Comment ça? Il n'y a pas de bureau provisoire? Wow, celui qui a l'intérim, sur l'intérim. Il y a l'intérim, il n'y a pas d'un bureau provisoire. Ici, on risquerait d'assister à une session la plus longue de l'histoire politique du Congo. Parce qu'ils ne vont pas aller en vacances sans mettre voter le président définitif du bureau. Donc, la priorité... Non, comment ça? La priorité... Il n'est pas obligatoire. Ils vont même, je vous dis, ils vont même convoquer une session extraordinaire. Le vote peut se dérouler à une journée. Mais la priorité ici, c'est encore le budget. Après, ils vont aller même en session extraordinaire. Quand vous suivez les dires de Tshilomba, Tshilomba, il avait dit en demi-mot, il dit, est-ce que c'est interdit de soigner d'abord, de traiter d'abord le matière lié à cette session et d'organiser des élections après. Et donc, donner que il disait en demi-mot, on peut, mais la session peut prendre fin, mais convoquer les députés
à une session extraordinaire pour voter, organiser les élections du bureau. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi tout ça? C'est beaucoup d'argent, c'est ça maintenant le problème. Mais il faut quand même que Tshilomba jouisse de son intérim aussi. Politiquement, chacun il y a une part à tirer. On est encore dans la période Moutoualiala. Parce qu'actuellement, on va vous dire qu'est-ce qui est prioritaire, c'est le budget. Étant donné que c'est une session essentiellement budgétaire, ok, le budget d'abord. Très bien, concentrons-nous au budget. Mais vous savez, le traitement du budget, mais Tshilomba a aussi des ambitions. N'oublions pas aussi le vieux Biden. Mais attends. Mais attends. Tu sais qu'il a besoin aussi d'un appui des Congolais de l'Est de la République. Ok. La géopolitique. Surtout que cette partie entre le maître de rebelle. La géopolitique joue. Donc, Boji, avec son leadership à l'Est de la République, peut faire l'affaire. Mais comment ça? Kamer n'a pas joué l'affaire et c'est lui qui va jouer l'affaire. Attends. Ça veut dire quoi? Boji a le même comportement pacifiste comme Kamer. Mais maintenant, la différence, c'est que l'esprit des... C'est pas un vent à guerre. Non. Allez, merci. On va prendre ces images. Et puis, Tshisekedi Traoré va placer un mot très, très rapidement. L'image du chef de l'État aux côtés du boxeur, la légende Mike Tyson. Voilà, c'est la première image qui nous est proposée par la réalisation. Voilà. Si c'est Traoré. Il y a l'autre image qui suit. Après sa rencontre avec le président de la République ou son séjour à Kinshasa, le boxeur Mike Tyson n'a publié aucune de ses photos ou parlé en bien sur ce réseau où il a une vaste audience, certainement. Il y a même notre confrère Saint-Pierre Mwamba qui a parlé de Mike Mankiona. Votre réaction, comment les affaires de l'État se gèrent aujourd'hui lorsque vous tombez sur ce genre d'images? Quelle image renvoyons-nous à l'extérieur? Moi, j'attendais qu'on me montre l'image de Tyson visitant le mausolée, ou comment on appelle ça, des trucs de Génocoste. Ça aussi, c'est un message fort. Mais pourquoi on y fait abstraction? Quelle interprétation donnez-vous à ces images? J'attendais qu'on nous montre comment tous les VIP qui viennent ici font un tour, on leur fait visiter. On leur fait visiter. Justement, je vais arriver. On fait visiter à tous les VIP qui viennent chez nous ici le truc de Génocoste. Une façon pour nous de vendre l'histoire de notre génocide et de permettre potentiellement à ces VIP d'en parler à leur retour chez eux dans des tribunes où ils ont accès. Que cela puisse paraître, ils n'en parlent pas même sur ce réseau. Mais pourquoi vous vous attendez qu'il en parle forcément dans ces réseaux? Il peut en parler aussi ailleurs, là où il est invité, non? Il peut en parler dans des salons VIP, là où il va, ça et là. Ça peut aider à quelque chose. Donc, on ne peut pas se limiter qu'à ça. C'est vrai, le président doit être simple. Ça, c'est la logique de Tshisekedi. Un homme que tout le monde peut aborder. Ça, c'est la logique de Tshisekedi. Jusqu'à aller toucher sur l'épaule comme un gamin, un pote, un copain, et vous acceptez ça. Où est le protocole? Heureusement que des compatriotes congolais, hier, ont fait un travail de fourmi. Ils ont sorti des images des Tyson et des autres boxeurs touchant Poutine, touchant, comment il s'appelle, Trump, les collants, faisant un câlin, ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire, c'est ça le personnage d'un président de la République. Abordable, accessible. Voilà. C'est ça le côté humain d'un président qui ne doit pas être, mystifié, comme si ce n'était pas un humain, comme si c'était un surhomme. Donc le président veut vous faire voir que, écoutez, qu'est-ce que vous croyez? Je serre la main aux gens, je fais des câlins aux gens, c'est un VIP. Tyson, c'est un VIP. Merci vous le prenez pour qui? Allez, attendez. Votre il a fait réaction. des câlins à Trump, à des personnalités très puissantes à travers le monde. Il le justifie. Voilà. J'aimerais dire que ce sont des choses qui se passent aussi. J'aimerais dire à ces Traoré pourquoi vous avez un comportement de copier que des choses mauvaises. Nous ne partageons pas la même culture. En quoi c'est mauvais? Attends, nous n'avons pas la même culture que les Américains. On parle de nous, notre identité. Le chef doit rester sacré et respecté. On parle de notre identité. Ce n'est pas un chef coutumier, tu mens. Non, vous n'avez plus la parole, cher confrère. Chaque jour, vous insultez les gens sur les réseaux sociaux. Je parle des gens de l'IDPS, l'Union Sacrée. Vous manquez respect au président, alors que le président lui-même, ici, quand on les touche, il est humain. Mais quand on les critique, vous nous qualifiez d'impolis.
Là, il cesse d'être aimé. Insulter, c'est normal, ça c'est interdit par la loi. La parole, toucher le président, c'est pas interdit. Chers confrères, vous connaissez mieux l'éthique et la... Après avoir réussi une fille... Il cherche un raccordement frauduleux. Après avoir réussi une fille à peine habillée et menée par Didier Bidimbo, au jour d'aujourd'hui, on nous fait une comparaison biaisée. C'est pourquoi on avait amené une fille mal habillée. Très mal habillée à la présidence de la République. Réussi par le président le jour où le président avait réussi. Il fait des raccordements. Le jour où le président avait réussi, Teddy Riner, le judoka international français. Maintenant, si Mike Tyson toucher le président, ce n'est pas un problème. Pourquoi ces gars-là a ses mains? Est-ce la faute au président ou à son protocole? Pourquoi ces mecs-là a ses mains dans ses poches devant le président? Vous pouvez parler au président comme ça, mains dans des poches? Est-ce la faute au président ou c'est sur non, c'est lui-même. Lui-même aime ça. Le président aime ça. Le président veut faire... C'est un humain. Ah, laisse-moi. C'est quelqu'un de simple. J'ai dit d'abord quoi? Raison pour laquelle vous avez autorisé Jean-Pierre Bemba de nous amener des captures de photos des embouteillages à l'étranger. Parce que pour vous, il faut prendre la photo de Donald Trump, comment est-ce qu'il était avec Mike Tyson. Ici, le président n'est pas un chef traditionnel. C'est pas un chef coutumier, c'est lui que tu vois là. Perturber. Ici, nous sommes bantous. Nous avons nos mœurs, nous avons nos cultures, notre culture. Notre culture ne nous permet pas. Ah non, arrête de mentir. Merci beaucoup. Donc moi, je peux parler à Tshisekedi main dans le pouce. Arrête de mentir. Allez, on est arrivé. Moi, je peux parler à Tshisekedi main dans le pouce. Merci beaucoup, cher. Vous ne me traiterez pas de poli. Merci. De l'autre côté, merci, c'est comme ça que Tshisekedi... On est arrivé à la fin. On se fixe rendez-vous tout à l'heure avec notre signe. Merci beaucoup et bon après-midi à toutes et à chacun. À tout à l'heure, mesdames.